Et quand on connaît pas bien la maladie, quand on sait pas comment agir, on va se mettre à répéter tout le temps, on va se fâcher. Et là, on va mettre ça sur le dos de la personne qui veut rien comprendre. Habituellement, dans la minute, la personne pleure d'épuisement au téléphone. Parce qu'elle en a fait trop. Pas parce que la personne veut qu'elle en fasse trop, mais elle va en prendre soin. Et de l'autre côté, la personne qui est atteinte, pour elle, tout va très bien. Alors, bonjour tout le monde. Louis Sirois, chef de la direction du groupe Vis-à-vis, spécialisé en conseil en hébergement, milieu de vie pour les aînés. Je suis avec mon ami Luc Armand, qui, lui, est spécialisé dans les maladies neurocognitives et spécifiquement l'Alzheimer. Nous avons débuté une série et nous sommes à la section numéro 2 qui s'intitule « Le risque d'épuisement des proches aidants », qui sont des personnes indispensables dans ce support aux aînés. Donc, Luc, si je te posais la première question, qui est le premier sujet du risque d'épuisement, quels sont les impacts de la maladie dans le quotidien des proches aidants? Et quoi ces impacts-là? Il est certain que les proches aidants, ceux qui veillent sur la personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif, qui a eu le diagnostic et que la maladie commence à progresser, va avoir des changements dans le quotidien. Alors, la personne va oublier, va faire des choses qu'il faisait pas avant, la communication, le fait de lui parler, ça va commencer à être difficile, il va avoir des comportements étranges. Alors, le premier impact, évidemment, c'est un impact d'ordre émotif, émotivement, parce que on sait que la personne vient d'avoir le diagnostic. On vient de savoir que la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, et que avec le temps, ça va se détériorer. Alors, tranquillement, la personne qu'on aime va s'éloigner de nous au fil du temps. Alors, et surtout, c'est que la maladie d'Alzheimer entraîne un besoin, si on aime la personne, bien sûr, de lui assurer la sécurité et le bien-être. Exact. Au fil du temps, la personne va avoir besoin d'un encadrement bienveillant pour lui assurer que le quotidien se déroule bien. Alors, pour les aidants, il va avoir des obligations qui vont s'intensifier au fil des semaines, au fil des mois. Donc, la personne, un exemple, on va aller faire un tour à la maison. Si la personne vit dans son domicile, on va y aller une fois semaine. Après ça, on va passer à 2 fois semaine. On va décider d'aller à 3 fois semaine parce qu'on constate que, il y a de la nourriture qui traîne, qui est rangée dans l'armoire au lieu d'être dans le frigidaire. On va constater que le nettoyage du domicile, le lavage ne se fait plus, ou que la personne commence à avoir des troubles urinaires et ça n'aperçoit pas. Alors, on va intensifier les visites pour, au fil du temps, ça va devenir 7 jours semaine. Et là, tu parles de l'enfant, principalement l'enfant. De l'enfant ou la conjointe. OK. Si on parle de la conjointe, en fait, les enfants vont être obligés de, ce qu'on s'entend, d'augmenter les obligations pour assurer un bon encadrement. Okay? Et ça se rajoute à leurs propres obligations. Exact. Pour le conjointe, la première démarche à faire aussi, c'est de reconnaître qu'il y a la maladie. Même ceux qui reconnaissent pas la maladie, le fait que la personne ait la maladie d'Alzheimer, pour le conjoint ou la conjointe qui est en santé encore, va voir au fil du temps l'obligation d'en faire plus. Et quand on connaît pas bien la maladie, quand on sait pas comment agir, on va se mettre à répéter tout le temps, on va se fâcher. Et là, on va mettre ça sur le dos de la personne qui veut rien comprendre. Il fait exprès, il a toujours été comme ça. Et là, il me cherche l'avantage. Et au fil du temps, la personne qui est atteinte va perdre la notion du temps, donc dormir. Il va dormir un petit peu plus le jour, moins la nuit. Pour la personne qui est en santé, elle va suivre son rythme, elle va moins dormir avec le temps. Elle va toujours avoir une oreille pour la personne qui se lève. Il y en a qui vont se lever, vont commencer à déjeuner. Alors, on va faire se lever pour lui dire, il est 2 heures du matin, on va se recoucher, petite obstination, on se recouche. Alors, au fil du temps, la personne qui est atteinte, 2 jours, elle va dormir le jour. Le proche aidant ne dormira pas le jour. Elle va continuer à faire son train-train quotidien. Et même que le fait de se retrouver tout seul,
pendant que l'autre dort, ça va être une période de repos. Enfin, je suis tranquille, mais elle dort pas. Alors, au fil du temps, les heures de sommeil vont diminuer et l'épuisement va commencer tranquillement à gagner du terrain. Très souvent, dans ma pratique, lorsque je reçois un petit coup de téléphone, écoutez, habituellement, dans la minute, la personne pleure d'épuisement au téléphone. Parce qu'elle en a fait trop. Pas parce que la personne veut qu'elle en fasse trop, mais elle va en prendre soin. Et de l'autre côté, la personne qui est atteinte, pour elle, tout va très bien. Tout va très bien, même si elle a besoin d'avoir un encadrement. Pour la majorité, il n'y en a pas de problème. Parce que nous, on vit ça là, avec notre clientèle quand c'est la conjointe. Ouais. Ici, on a 2 aînés qui ont 80. Ouais. Pas nécessairement en pleine forme. Mettons que c'est madame qui est pas atteinte et monsieur qui est atteint. Ouais. Madame, c'est mon conjoint. Ouais. C'est ma responsabilité de l'aider. Ouais. Je dois être là. Et là, ils se mettent tout sur leurs épaules. Ouais. Et avec ce que tu viens de mentionner, ouais. là, ça s'en va en pente descendante pour elle. Tout à fait, absolument. Et sa réaction, c'est une réaction qu'on voit communément. J'ai déjà entendu, écoutez, j'ai déjà été malade, c'est mon mari qui a pris soin de moi, maintenant c'est moi. Un bon point. Sauf que il avait 45 ans, et puis là, il est rendu à 82. C'est très différent. Est-ce qu'on abandonne l'être cher? Souvent, il faut tranquillement amener la personne à prendre soin de soi elle-même dans un premier temps. Et c'est un cheminement, ça. C'est un cheminement d'accepter d'avoir de l'aide. Vous savez, j'ai lu une petite étude qui avait été faite sur la Rive-Sud. Les personnes qui demandent moins d'aide, ce sont les couples. Et dans le couple, c'est l'homme qui demande le moins d'aide. Le dernier qui demande de l'aide, c'est l'homme. Alors, quand j'interviens auprès d'une famille, c'est la dame qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. En fait, 75% à peu près de tous les cas de la maladie, c'est les femmes. OK. Alors, l'homme ne demande pas d'aide, rarement d'aide. Je suis capable. Et il va tout faire à se rendre malade. Okay. Se rendre malade pour demander de l'aide. Alors, c'est un travail, moi je les prends jamais de front, évidemment, mais j'explique les conséquences que ça peut amener. On entretient le lien faut que la personne qui prenne soin, faut qu'elle réalise qu'elle atteint tranquillement ses limites. Et là, c'est un changement d'orientation dans sa tête, faut qu'elle réalise. Et qu'est-ce que tu aurais comme suggestion, là? Comment on procéderait pour, on va dire, cet homme qui veut aider sa conjointe ouais. et qui demande pas d'aide, là? On fait quoi? OK. Dans un premier temps, il faut impliquer, s'il y a des enfants, on implique les enfants. OK. OK, ça va être par les enfants qu'on va amener l'homme ou la conjointe à écouter quelqu'un qui pourrait les aider. Compris. OK? Alors, je suggère aux enfants, on fait une rencontre pour vous, mais invitez votre père, invitez votre mère à la rencontre. Parce que directement, les gens sont réticents. Puis ça, c'est commun, ça. Les proches aidants sont prêts à donner un coup de main, les proches aidants. Mais recevoir de l'aide, là, hein, puis de multiples raisons, hein. Les autres ont leurs problèmes, je ne donnerai pas les miens. Ils ont déjà leurs obligations, je ne leur donnerai pas les miens. Je me suis marié pour le mieux et pour le pire, alors je suis là encore. Dans le pire. Voilà, tu sais là. Alors c'est un cheminement. Alors moi j'invite beaucoup que ça soit des amis ou les enfants qui organisent une approche pour amener de l'aide à domicile tranquillement. On n'impose pas. Okay. On n'impose pas. On peut revenir à la charge souvent avant. Mais on n'impose pas l'aide. Alors, ce que j'entends, Luc, c'est que les proches aidants, que ce soit le conjoint et la conjointe, ont tendance à pas demander d'aide. Ouais. Ont suggestion impliquer les enfants. Ouais. Lorsque enfant il y a. Ouais. Et afin de trouver des solutions et afin que le conjoint qui, lui, est en santé ne s'épuise pas de façon à ce que ça soit lui qui ne soit plus d'aide. Tout à fait. Et on va avoir la chance d'en discuter dans notre prochaine capsule. Excellent. Fait que Luc, je te remercie beaucoup pour ça. Et on se verra dans notre prochaine capsule. Merci beaucoup.